prononcé plus ou moins. Ouais. Plus ou moins, oui. Pour ta première bande dessinée, donc Arrêt de jeu. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens ici à Saint-Malo, d'auteurs et d'autrices, dont le rêve a toujours été de faire la bande dessinée. Toi, ton rêve, c'était plutôt de faire du football au départ. Et puis, tu racontes justement dans ton livre comment finalement tu t'es remis du football par la bande dessinée aussi. Et puis maintenant, tu es auteur de bande dessinée. Donc, bande dessinée qui est sortie chez La Boîte à Bulles en premier semestre, si je ne me trompe pas. C'était en juin. Juin, voilà, c'est ça. Et donc, ouais. Toi, c'était vraiment le football, ton rêve. C'est ce que tu racontes aussi. Tu étais dans tes parents, ton grand frère, vous jouiez au foot. Ça a toujours été finalement ce qui t'animait. Et puis, tu t'es rendu compte avec aussi ton activité, parce que tu as été semi-professionnel, hein, c'est ce que tu racontes aussi. Alors, comment le foot et la bande dessinée ont toujours été des passions de jeunesse ou finalement c'était comme plus le football? Bonjour à toutes et à tous. C'est vrai qu'on va dire que comme plein de gamins, j'avais le foot comme passion. Ça m'a été transmis par mon père notamment, vu qu'il était joueur et puis ça a été mon entraîneur. Donc j'imagine que c'est grâce à lui que j'ai mis un pied dans le football en premier lieu. Et puis j'avais le foot et le dessin. Aussi comme plein d'enfants, je dessinais beaucoup et on va dire que c'était deux passions qui coexistaient. Mais elles n'ont pas toujours coexisté justement parce qu'à mesure que le foot prenait de la place dans ma vie, le dessin en prenait moins. Et quand j'ai décidé de m'éloigner un peu du football, c'est là que le dessin est revenu en fait dans ma vie. Et c'est pour ça que maintenant je suis illustrateur, auteur de bande dessinée. Et le foot, on va dire que je le garde dans ma vie, mais d'une autre manière. Au départ, c'est des passions d'enfants. C'est ça le foot. Voilà. Ouais, c'est vraiment ça. C'est le plaisir du jeu. En fait, le foot dans sa forme la plus simple, en fait, aller au terrain avec des copains, taper dans le ballon, avoir le plaisir de faire une jolie passe, hein, marquer un but, et puis sans réfléchir plus loin. Donc, je pense pas que je pense que comme beaucoup d'enfants, j'avais le rêve de devenir footballeur professionnel parce que on a une vision qui est assez naïve de ce que c'est. Mais ça n'a jamais été pour moi un but vraiment en soi. Je voulais jouer au meilleur niveau possible, mais en ayant le plus de plaisir possible. C'était ça la logique. En fait. Puis il y avait l'idée de suivre un peu l'exemple de ton père aussi, qui avait été... Je pense que ça m'a inspiré parce que effectivement, il a pu me raconter des choses qu'il a vécues. J'avais des photos sous les yeux où j'ai pu voir des camps d'entraînement à l'étranger, des narrations de matchs qu'il avait vécu. Et puis ça, je pense que ça a infusé en moi. Et puis j'avais peut-être envie de vivre un peu la même chose. Et puis vu que sur le terrain, ça se passait bien, que j'avais du plaisir, tous les voyants étaient ouverts pour que je continue en fait. Tu peux parler justement de ta carrière. En fait, tu as été donc semi-professionnel. Ouais, alors c'est en Suisse, donc c'est un peu différent peut-être qu'en France, je sais pas, mais j'ai fait j'ai commencé dans un club de campagne là où j'habitais, et puis assez rapidement, on va dire vers 10-11 ans, il y a des sélections, des détections en fait qui se mettent en place, et puis assez vite, j'ai pu faire des sélections cantonales, ça s'appelle, donc c'est des régions. Et puis là, on allait jouer contre les différentes régions de Suisse. Et puis, ça permettait de jouer avec des jeunes d'un meilleur niveau. Et puis après, il y avait ce qui s'appelle les teams, c'est les U14, U15, U16. Et donc, j'ai fait ça. Et par la suite, en fait, j'ai joué donc à Yverdon Sport jusqu'à un niveau semi-professionnel dans le sens où on était rémunéré pour jouer au foot. Donc, c'était une activité professionnel, mais on était dans une division qui n'était pas la première ou la deuxième division suisse, donc c'est pour ça en fait, c'était pas suffisant pour ne faire que ça. Il y en avait dans l'équipe qui étaient totalement professionnels, mais moi, vu que j'avais un statut jeune, forcément, je gagnais aussi moins, et puis je faisais ça à côté de mes études en fait. Toi, ton poste, c'était défenseur, c'est ça? Alors, Pas au départ. à la toute base, j'étais plutôt quelqu'un qui marquait des buts. Puis au final, au fur et à mesure que j'avançais dans les années, je descendais sur le terrain. Donc, je me suis retrouvé défenseur central. Heureusement, j'ai jamais été gardien, je pense. Mais ça s'est fait assez naturellement. En fait, c'était plus par rapport à mes caractéristiques de joueur. Je pense que j'arrivais à bien lire le jeu, à évoluer intelligemment sur un terrain. Puis je pense que ça m'a été transmis justement par mon père parce qu'il a été joueur, puis après entraîneur. Et puis du coup, on avait toujours pu avoir des discussions intéressantes où il essayait de me faire comprendre comment fonctionnait le jeu sans me mettre la pression ou quoi que ce soit. Mais ça m'a aidé, je pense, sur le terrain.
Et puis défenseur central, c'est aussi un poste où on court un peu moins, donc c'était bien pour moi. Et au-delà de ton père, tu avais des modèles, des footballeurs professionnels qui étaient pas tes idoles, mais en tout cas des exemples. Oui, alors je ne l'ai pas beaucoup vu jouer, mais moi j'aimais beaucoup Zidane en fait par la simplicité, en fait, tous les gestes qu'il faisait sur un terrain. Ça m'arrivait de regarder sur internet des compilations, des choses comme ça. Enfin, j'aimais vraiment beaucoup ça. Et en fait, il y avait quelque chose qui me fascinait, c'était que les gestes paraissaient très simples, et pourtant c'était hyper efficace, très élégant, et puis c'était quelque chose qui me plaisait beaucoup. Et puis aussi Thierry Henry, par exemple, pour sa simplicité aussi devant le but, à faire un peu toujours le même geste, mais efficace. Et puis c'était quelque chose qui me plaisait, en fait, c'est réussir un beau geste qui aide le jeu, et sans forcément chercher à se mettre en avant plus que ça, comme d'autres joueurs peuvent le faire. Et donc, quand tu étais semi-professionnel, tu continuais tes études, c'était en Ouais. parallèle. Qu'est-ce que tu faisais en fait à l'époque? C'était déjà l'art qui était. Non, alors pas du tout Enfin oui, il y avait une partie artistique, mais donc j'étais à l'université et puis je faisais des études en histoire esthétique du cinéma et histoire et sciences des religions d'Asie du Sud-Est. Donc je me suis aussi rendu compte que ça me menait pas forcément vers beaucoup de métiers. C'était pas très professionnalisant. Puis c'est là que j'ai réfléchi. Je me suis dit mais en fait le dessin c'est quand même quelque chose d'important pour moi. Donc peut-être qu'il y a moyen d'en faire un métier. Et c'était aussi un moment donné où je me questionnais de me dire, mais finalement, le foot, est-ce que c'est quelque chose que j'ai envie de poursuivre? Et je me suis donc réorienté dans des études artistiques, et c'est à ce moment-là aussi que j'ai arrêté le foot, en fait. Et puis un peu comme c'est raconté dans le livre. Parce que dans le livre, à un moment, tu dis j'étais fier d'avoir le football pour me définir, jouer me rendait heureux, et puis à un moment, ça t'a rendu malheureux, en fait. C'est ça. Ouais, tout à fait. En fait, il y a vraiment eu une bascule à un moment donné où le foot plaisir que j'avais connu puis qui m'avait toujours porté de l'avant n'était plus vraiment là. Et dès le moment où j'avais une boule au ventre pour aller m'entraîner, pour aller jouer, que je me rendais compte que j'étais plus entouré d'amis, mais d'adversaires en fait au sein même du vestiaire, c'est là où ça m'a un peu questionné. C'était pas facile parce que justement, en fait, le foot, c'était quelque chose que j'utilisais pour me définir aussi. Ça faisait partie de moi, c'était mon identité. On me connaissait aussi, mes amis me connaissaient aussi comme étant quelqu'un qui faisait beaucoup de foot, qui aimait beaucoup le foot. Et se détacher de cette partie de moi, c'était pas toujours très simple parce que j'avais l'impression d'abandonner une partie de moi. Il y a un moment, tu utilises la métaphore du masque. En fait, on te voit masqué parce que finalement, tu dois te fondre dans le moule. Et c'est pas, ça ne te représente pas, mais en même temps, tu le fais. Et à partir de là, tu auras pu continuer finalement, peut-être jusqu'au professionnalisme, en fait, avec ce masque. Donc, finalement, endurer tout ce que tu endures. Ouais, alors peut-être, je sais pas si j'avais les compétences sportives pour aller plus loin, mais c'est vrai que cette question du masque et puis du mental en fait qu'il fallait avoir, euh, ça aurait pu me porter plus loin. En fait, si j'avais accepté de renier peut-être une partie de mes valeurs, de me dire non, ma foi, je vais écraser l'autre et puis je vais être le plus violent possible sur un terrain ou en dehors, faire ma place. Dans le vestiaire aussi, probablement que ça m'aurait facilité la vie à un moment donné, parce que c'est vrai que je me suis rendu compte aussi que être méchant sur un terrain, dans le sens être, voilà, y aller vraiment, taper dans le, rentrer dedans, ça facilite la vie. Et puis être individualiste, ça facilite beaucoup la vie dans un vestiaire de foot, ce qui, je trouvais assez paradoxal vu qu'on parle d'un sport d'équipe. Mais oui, ce masque en fait que je portais, je l'ai porté à un moment donné, et à un moment donné, c'était trop douloureux pour moi de le porter, et donc j'ai fait le choix de ne plus le porter, mais dès lors, j'avais plus grand chose à faire dans le vestiaire de foot dans lequel je me trouvais à ce moment-là. Il y a eu une prise de conscience. Enfin, je sais pas, une fin de saison. C'est quand ça a eu lieu, en fait. Le malaise, on va dire, qui s'est installé progressivement et puis sans que je m'en rende vraiment compte, moi je l'associais plus à les exigences sportives montent, donc j'avais un peu plus de pression et peut-être que j'avais de la peine à gérer la pression, et moi je l'associais plutôt à ça. Mais c'est
plus par après, en fait, les années passant, que j'ai pu réfléchir sur ce que j'avais ressenti, sur ce que j'avais vécu et pourquoi je l'avais vécu. Et puis le moment où j'ai décidé d'arrêter, c'était à une fin de saison, justement, parce que les fins de saison au foot en Suisse, je ne sais pas en France comment c'est, mais coïncident avec aussi les fins d'année académiques. Et donc, en fait, quand je me suis réorienté d'un point de vue de mes études, j'ai décidé aussi de couper le foot. Donc ça coïncidait bien niveau calendrier. Parce que là, on voit par exemple, c'est vrai que les violences physiques dont, en tant que spectateur, on ne peut pas forcément se rendre compte, même si on voit quand même il y a parfois des grandes violences, mais ça, c'est finalement le quotidien, en tout cas, même à l'entraînement, il y a toujours, comme tu dis, vous êtes plus adversaire que coéquipier. Ouais, les violences en fait sur un terrain, je les renie pas parce que ça fait partie d'une certaine manière du jeu. C'est un sport de contact, donc on est voilà, corps à corps avec les adversaires, donc ça fait partie du jeu. Et c'est pas ça en fait qui moi me dérangeait, mais c'était l'intention aussi qu'il y a derrière ces contacts. Finalement, ça peut arriver de faire mal à quelqu'un, mais on peut faire mal à quelqu'un, être engagé tout en étant respectueux et puis en s'excusant, mais c'était vraiment tout d'un coup de se rendre compte que sur un terrain de foot, on n'est pas là pour jouer, mais on est là pour vraiment prendre le dessus sur l'autre. Et ça se retrouvait même à l'entraînement, étant donné que sur un terrain, il y a 11 places. Dans un collectif, on est plutôt 2 fois plus, donc forcément, on est en compétition les uns les autres. Et puis, c'était monnaie courante de voir tout d'un coup, il y a un contact un peu plus rugueux entre deux joueurs, et puis, mais de la même équipe à l'entraînement. Et il y en a un des deux qui, je sais pas, ça le fâche, ça le frustre, et puis va presque casser le tibia sur le contact d'après, alors qu'on est dans la même équipe. Donc en fait, il y a vraiment quelque chose qui, moi, m'étonnait, ça m'interpellait en fait, de voir ça et de me dire que potentiellement, ça pouvait être moi qui allait me faire casser le tibia par quelqu'un qui porte le même maillot que moi. T'as déjà été justement, enfin, t'as déjà eu de grosses blessures pendant cette période-là? Non, heureusement, j'ai pas eu j'ai jamais subi de grosses blessures. Par contre, j'ai pu être témoin de plein de scènes de ce genre. Euh, mais en ce qui me concerne, peut-être c'était aussi parce que j'étais conscient de ça ou que je visualisais ça que d'une certaine manière, j'arrivais à me placer pour peut-être me protéger un peu de tout ça. Mais non, heureusement. Et c'est vrai que dans Arrêt de jeu, tu racontes ta prise de conscience, mais finalement, ça n'a pas été. C'était progressif, mais tout le temps, tu as été lucide par rapport à ce que tu subissais, ou il y a quand même eu un moment, un recul qui t'est dit, mais attends. Non, je pense que quand j'étais plus jeune, entre mes 15 et, 15 et 17, 18 ans, je pouvais pas mettre des mots en fait sur ce que je ressentais. Je sentais que j'étais un peu mal à l'aise, mais je savais pas vraiment dire pourquoi. Moi, vraiment, à l'époque, je pensais que c'était parce que peut-être j'étais un peu trop faible mentalement pour supporter la pression. Donc, en fait, je me mettais plutôt la faute dessus. Et c'est après coup que je me suis dit que, alors oui, peut-être que mentalement, j'avais pas ce qu'il fallait pour poursuivre une carrière footballistique, mais il y avait quand même des éléments qui étaient externes à moi qui posaient problème, selon moi. Et du coup, ça, c'est plutôt une prise de conscience qui a eu lieu par la suite, quand justement j'ai changé aussi de milieu. Parce que quand j'étais dans le monde du foot, c'était un milieu qui était principalement masculin. Et quand je suis allé dans des études artistiques, c'était un milieu qui était principalement féminin. Et donc j'ai vraiment changé mon cercle. Alors j'ai des amis de l'enfance qui sont restés, mais j'ai changé mon cercle du quotidien et ça m'a permis en fait d'avoir accès à d'autres discussions, d'autres points de vue. Et ça m'a bien ouvert les yeux sur plein de choses en fait. Et tu disais que tu avais enfant, tu jouais au foot et tu dessinais, donc la pratique artistique, quand même, c'était toujours un peu dans le coin de ta tête, même quand tu jouais au foot. Oui, c'était dans un coin de ma tête, mais je pense que de mes 12 ans à mes 18 ans, j'ai quasiment pas dessiné, vraiment pas. Parce que j'avais pas le temps, j'avais des entraînements de foot presque tous les jours, je faisais d'autres choses aussi. Et c'est justement quand j'étais à l'université que là je me suis remis un peu à dessiner. Et puis c'est revenu en fait très vite parce que le foot pour moi c'était un moyen d'expression.
Et vu que je m'éloignais de ce moyen d'expression, je sentais que j'avais besoin de quelque chose pour m'exprimer. Et du coup, le dessin il est vraiment arrivé à ce moment-là. Et puis, j'ai pu trouver dans le dessin un moyen de m'exprimer aussi. Avant Arrêt de jeu, tu avais fait des bandes dessinées même pour toi, en fait ou Un peu, dans mon cursus artistique, j'ai été amené à en faire, mais c'est vraiment la première bande dessinée donc éditée, et puis qui est un projet qui a bien mûri, qui est complet, je trouve. Sinon, c'était oui des choses un peu pour moi, mais finalement pas plus que ça. Je suis pas quelqu'un qui faisait des pages et des pages et des pages de bande dessinée en espérant devenir auteur de bande dessinée. C'était plutôt le dessin vraiment et raconter des choses, mais là ça a pris la forme d'une bande dessinée, mais ça aurait peut-être pu prendre une autre forme en fait. Mais je suis très content que ce soit une bande dessinée du coup. et avant de faire de la bande dessinée, tu étais lecteur de bande dessinée? Oui, ça c'est quelque chose, on a toujours eu des bandes dessinées à la maison. J'étais abonné au journal Spirou, donc on recevait aussi le magazine et puis des bandes dessinées. Donc moi c'était un peu ma porte d'entrée dans le monde de la BD, et puis enfin les classiques, et puis après je me suis un peu ouvert justement à d'autres choses. J'ai découvert aussi le manga, les comics pas vraiment, mais voilà, la bande dessinée européenne et asiatique, ça a été quelque chose qui était bien présent dans ma vie. Et puis, c'est marrant parce que maintenant que j'en fais de la bande dessinée et que mon métier, c'est d'être illustrateur aussi à côté, j'en lis toujours, mais un peu moins. Parce que, je sais pas, ou peut-être je suis plus sélectif sur ce que je lis, mais du coup, j'en lis un peu moins. Et à part, au-delà d'Arrêt de jeu, tu fais des illustrations pour la presse ou pour Ouais, c'est d'ailleurs c'est ma principale activité, c'est que je fais des illustrations ou de l'animation aussi un peu ça peut être pour de la presse, pour des entreprises, pour des événements culturels, pour des musées. Enfin, c'est vraiment divers et varié. Et puis là, c'est aussi chouette parce que c'est un moyen d'expression qui change à chaque fois. Et moi, je vois vraiment la bande dessinée comme quelque chose, un travail de fond, en fait, une sorte de marathon parce que c'est long à faire, c'est long pour que une histoire se tienne, que ce soit intéressant, que ouais, le projet prenne vie. Et donc, je suis assez content aussi de pouvoir faire de la bande dessinée, mais en parallèle en fait, de mon activité. Parce que ça me permet justement de laisser les projets mûrir et puis d'y aller quand je sens qu'il y a quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Et c'était le cas pour cette bande dessinée. J'imagine que si je refais des bandes dessinées, ce sera aussi la démarche. dans Arrêt de jeu, tu racontes aussi que ce sont des lectures dans tes études d'art qui t'ont aussi éclairé finalement. Il y a ton ami qui te passe des livres sur Ouais. masculinité toxique et là finalement tu te rends compte tu mets des noms en fait sur des mots sur ce que tu as subi aussi. Ouais, tout à fait. Donc les lectures, c'était quelque chose de vraiment important. Ça a pu être en lisant des bandes dessinées écrites par des autrices qui m'ont touché parce que tout d'un coup, je me retrouvais face à des narrations qui étaient aussi peut-être un peu différentes de ce dont j'avais eu l'habitude étant plus jeune. Après, aussi des livres qui ne sont pas de la bande dessinée, mais qui étaient des livres théoriques, justement. Et puis là, dans la bande dessinée, c'est représenté par cette amie qui me passe ces livres. Mais en fait, cette amie, elle représente plutôt un peu toutes les femmes qui ont fait partie de ma vie et qui m'ont, à travers des discussions, à travers des lectures, à travers des conseils de livres, de films, qui ont pu participer en fait à m'aider à faire mon cheminement. Et donc, c'était plus lent, un processus plus lent. C'est pas, je me suis réveillé un jour, j'ai lu 3 livres et puis bam, j'avais tout compris. C'était plutôt, ça fait depuis 2017 que ça a commencé un peu ce processus, et puis je suis encore en cours. Et je prétends pas avoir tout compris, mais j'avais au moins compris ce que j'avais vécu. Et du coup, c'est au moins ça que ces lectures m'ont permis de faire jusqu'à présent. Quelles autrices de bande dessinée justement ont contribué à ce cheminement là? Tu disais que tu avais eu des lectures qui t'avaient éclairé. C'est notamment tous les livres de Liv Strömquist qui sont vraiment intéressants parce qu'on est un peu à cheval entre la bande dessinée et puis l'essai. Et ça, c'était quelque chose qui me parlait bien parce que c'était une manière assez très, très fluide de rentrer dans ces sujets avant de peut-être sauter dans des livres théoriques un peu plus costauds.
Il y a aussi, je suis navré, je suis vraiment mauvais avec les noms. C'est pas grave. J'aurais dû me faire une anti-sèche. Les, les, non, bah, je le retrouve pas, désolé. Bon, Mais tu non, entends, mais en fait, en fait, c'était tous des livres. Il y avait beaucoup de livres qui me sont arrivés dans les mains. Parce que je travaillais en fait dans un musée un temps, puis il y avait une fille justement qui bossait dans ce musée avec qui j'avais des discussions autour de ces sujets, puis elle m'amenait beaucoup de bouquins, donc ça pouvait être aussi tout d'un coup, c'est Anaïs Nin, en fait c'était même pas forcément des livres qui parlaient spécifiquement de ce que moi je cherchais, mais tout d'un coup de voir des livres qui mettaient en scène plutôt des personnages féminins qui explorait différentes thématiques, ça me confortait dans l'idée qu'il y avait des modèles qui étaient établis et qui méritaient d'être questionnés, et qui permettaient, et ces lectures en fait me permettaient de les questionner, et ça pouvait après s'appliquer à n'importe quelle situation de ma vie. En fait. Et est-ce que tu as lu aussi des autofictions en bande dessinée, des autobiographies qui t'ont un peu montré la voie? Pas vraiment. Non, c'était vraiment. J'ai lu plein de choses, mais je cherchais pas spécifiquement à retrouver mon histoire ou un écho à mon histoire dans des bandes dessinées. C'était plutôt, c'était plus diffus que ça en fait. Donc c'était tout d'un coup une idée dans un livre qui résonnait en moi ou une phrase, une mise en scène ou quelque chose qui tout d'un coup me faisait me dire ah oui mais en fait il y a ça qui est possible aussi. Mais non, pas vraiment d'autofiction ou de fiction, enfin d'autobiographie. Donc je me suis pas mis à lire les mémoires d'anciens joueurs de foot ou de trucs pour voir s'il y avait quelque chose qui résonnait. Ouais, je sais pas, ça aurait pu être l'Arabe du futur aussi d'Ariad Satouf ou des Oui. choses qui, voilà, où on parle de l'enfance. Non, mais alors pas spécifiquement en fait. C'était vraiment, je prenais aussi un peu ce qui m'attirait. J'étais en construction aussi dans ma pratique artistique, donc finalement j'ai aussi, je suis passé par des livres qui m'attiraient graphiquement. Donc il n'y avait pas que la thématique en fait qui m'a attiré. Donc j'ai été amené à lire vraiment beaucoup de choses, et puis ça m'a forgé un imaginaire qui m'a permis après de me dire bon voilà, a priori je pense avoir quelque chose à dire. Euh, je vois à peu près comment on fait une bande dessinée. Je vais essayer de bricoler quelque chose. Et puis, heureusement, après, grâce à l'aide de mon éditeur et puis de la boîte à bulles, bah, ça aboutit à un livre dont je suis fier et qui, j'espère, peut être utile. Il peut être utile pour les jeunes footballeurs, ceux aussi qui rêvent d'être footballeurs. Enfin, il y a plein de. Ouais, il y a plein d'applications possibles. En fait, le livre, je pense que au tout début, je l'ai fait parce qu'il avait un côté cathartique pour moi, de me dire, ben voilà, c'est un peu l'aboutissement d'un cheminement, mais finalement, de se rendre compte que c'est un livre qui peut peut-être servir de support pour ouvrir une discussion euh, ou faire prendre conscience à des jeunes, que ce soit des garçons ou des filles qui font du foot, que euh, c'est pas une fatalité, les choses sont d'une certaine manière, mais c'est pas pour autant qu'il faut les accepter sans réfléchir. Et si ça peut donner en fait le courage à des personnes qui font du foot et qui sont dans un vestiaire, donc ça peut être des joueurs ou des joueuses, des personnes qui encadrent, des associations, si ça peut donner en fait le courage à ces personnes de prendre la parole alors qu'elles sont au sein même du football, pour moi, ça serait tout gagné parce que finalement, j'ai aussi fait ce livre parce que quand j'étais dans un vestiaire de foot, j'avais pas le courage de parler du malaise que je vivais. Et, euh, et je pense que ça gagnerait à être discuté directement dans un vestiaire. Ton projet, justement, quand tu l'as présenté à la boîte à bulles, tu l'avais déjà construit ou c'était vraiment un dossier ou, Ouais, c'était un dossier qui finalement était très différent de ce qu'est le livre aujourd'hui. C'était vraiment la note d'intention était la même. Il y avait des choses qui sont restées, mais on était beaucoup plus en fait sur un livre qui pouvait peut-être se rapprocher justement de ce que pouvait faire une Liv Strömquist dans ses livres. Euh, donc c'était un peu un mélange entre témoignage ou réflexion et, et en fait finalement on est parti sur une fiction parce que ça permettait
d'accentuer, je pense, la portée du récit, mais tout en, en mettant en scène ce que j'ai vécu. À travers une fiction, ça permettait d'être plus fluide dans le propos et d'être peut-être aussi moins moralisateur et de plus exposer certains éléments, mais sans vouloir donner des leçons. Et donc, je suis très content qu'on ait fait ce choix, qu'on soit parti dans cette direction. Et puis, c'est aussi pour ça que finalement, maintenant, je lis un peu moins de bande dessinée. C'est que j'ai l'impression que j'étais très influencé par ce que je lisais à une certaine période. Et puis, une fois que j'ai mis les mains dans le travail de faire une BD, je me suis aussi rendu compte que ça pouvait être bien de se faire un peu confiance. Et puis, en travaillant avec l'éditeur, c'était top parce qu'on a vraiment pu aller dans la direction qu'on souhaitait pour ce livre. Parce que c'est une BD, tu dis une fiction, c'est aussi une BD un peu documentaire. Puis après, en même temps, tu joues avec la bande dessinée, comme quand tu représentes, par exemple, tes coéquipiers comme des morts vivants. Finalement, il y a l'image là est très très parlante. Ça vaut tous les discours en fait. Ouais, c'est ça. Finalement, on pourrait se demander pourquoi en faire une bande dessinée plutôt que de simplement porter le message comme on le fait là à travers une discussion ou en écrivant un texte. Mais finalement, la bande dessinée, ça a ça de particulier que on peut embarquer les gens dans une histoire et on peut raconter beaucoup de choses avec un dessin, être très instantané et finalement aussi laisser une part d'interprétation. C'est le lecteur ou la lectrice devient acteur ou actrice aussi de ce qui se passe dans le bouquin. Donc ça permet d'avoir un dialogue, mais aussi une interaction avec la personne qui a le livre entre les mains. Et je pense que c'était une bonne raison de faire une bande dessinée. Et c'est aussi parce que moi, c'était mon moyen d'expression à ce moment-là. Mais oui, typiquement, avec cette image, j'ai l'impression que ça peut raconter plein de choses et ça peut faire écho à plein d'interprétations. Il y a une part de réalité, une part de fiction. Finalement, tu as voulu surtout raconter ton histoire et pas forcément être ultra authentique tout le temps, précis. Alors, tout ce qui est dans le livre, en fait, est vrai, mais tout ce qui est dans le livre a été remanié pour rentrer dans une narration en 120 pages, parce que finalement, c'est une autofiction dans le sens que j'ai pas inventé ou exagéré, j'ai pas voulu accentuer certaines choses, j'ai même plutôt fait l'inverse, on va dire. Mais ça aurait pas été digeste, en fait, tout simplement de rendre compte de 20 ans de football dans un livre comme ça. C'était plutôt ça nécessitait en fait d'être remonté, d'être reconstruit pour en faire un livre. Et puis c'est pour ça que ça reste une fiction, parce que finalement je pourrais pas dire ah oui, j'ai vécu exactement ce moment telle date, mais par contre oui, en fait j'ai vécu ces moments, mais c'est plus diffus en fait que ça. Et depuis, quel est ton rapport au football? Alors, tu as pu retrouver du plaisir, je sais pas, à en jouer, à en regarder Oui, ça m'a vraiment permis d'une certaine manière de faire la paix avec le football, avec une partie du football du moins. Je peux avoir du plaisir à en regarder, ça m'arrive d'aller voir les matchs au stade avec mon papa ou mon frère ou des copains. Ma maman, elle est un peu moins motivée, mais elle vient parfois. Et j'ai du plaisir parce que en fait, je sais ce que je viens y chercher. Je vais venir pour y retrouver peut-être des odeurs, des ambiances, des choses qui m'ont plu quand même. De voir un beau geste, la joie qui peut se lire sur des visages quand il y a une belle action, un goal, ou ce genre de choses. Donc c'est ça que je viens y chercher. Et puis j'essaye de me protéger des autres choses qui me déplaisent dedans. Après, le jeu, c'est vrai que de jouer en club, c'est plus forcément quelque chose qui m'intéresse beaucoup. En fait, il faut vraiment qu'il y ait la notion de plaisir. Donc, maintenant, si je veux faire du foot, je prends un ballon et puis je peux aller jouer avec des copains et puis de temps en temps aller m'entraîner aussi avec des copains en club. Mais si j'ai pas de plaisir, en fait, je me force plus, j'y vais plus. Tu te représentes un moment dans le train et tu entends une conversation entre, on va dire, deux fans de foot qui critiquent le fait qu'il y ait eu la journée contre l'homophobie et tu te sens aussi un peu en minorité par rapport finalement
une grande partie du public foot qui parfois est quand même assez bourrin, qui déplore toutes ces actions contre l'homophobie, contre le racisme. Tu penses qu'il y a quand même énormément de travail encore à faire Oui, alors à mon avis, on est très loin du but. Enfin, il y a beaucoup de travail à faire parce que il y a une vraie différence en fait en ayant évolué aussi dans un monde plutôt artistique, en ayant fait des études artistiques. Tout d'un coup, j'avais autour de moi des gens qui étaient peut-être un peu plus sensibilisés à ces questions. Et donc, tout d'un coup, j'avais un écosystème autour de moi où je me disais, ah, mais les choses bougent, ça avance, c'est bien. Et finalement, il suffit de retourner dans un vestiaire de foot pour en fait avoir l'impression de faire un bond dans le temps de, je sais pas, 30, 40 ans. J'étais pas né, mais non, mais j'en sais rien. Mais non, mais vraiment, il y a une grosse différence. Et puis en Suisse aussi, je sais pas comment c'est en France, mais moi, je viens d'un endroit qui est assez, c'est une petite ville. Il y a moins de 10 000 habitants. Il y a des villages tout autour. Donc c'est aussi, c'est pas pour stigmatiser, mais c'est de dire que finalement, euh, il y a des choses qui sont ancrées et qui mettront du temps en fait à être modifiées. Euh, mais ça va quand même dans le bon sens et du coup c'est bien, mais on est loin du compte. Et puis après, c'est de réussir à trouver l'équilibre entre voilà, je veux faire du foot parce que j'aime ça, je sais qu'il y a des choses qui me déplaisent dedans, est-ce que j'arrive à gérer ces deux choses pour qu'elles coexistent, enfin quand elles coexistent autour de moi ou non. Et après avoir fait ce choix, soit on continue le foot, soit on arrête, puis on fait autre chose. Mais je pense que ça peut être bien que des personnes qui questionnent ces comportements et puis qui soient vraiment au sein des clubs, au sein des équipes. C'est comme ça que ça avancera. Parce que si on reste en vase clos et qu'on n'essaie pas de communiquer les uns les autres, les choses ne bougeront pas. Alors, est-ce que tu as eu des retours d'anciens coéquipiers qui ont pu ou se reconnaître ou reconnaître des comportements Ouais, alors ça, c'était quelque chose qui m'a fait plaisir et qui m'a étonné aussi parce que finalement, dans un vestiaire, moi j'avais l'impression d'être le seul à penser comme ça. Et en fait, pas du tout. C'est qu'il y a eu plusieurs personnes avec qui j'ai joué dans différentes équipes qui, des années après, en fait, m'ont interpellé. Là, quand le livre est sorti, justement, depuis la sortie du livre, m'ont interpellé en m'envoyant un message ou en les croisant ou m'ont dit ah j'ai entendu parler de ton livre ou j'ai lu ton livre et puis en fait ça a fait écho à des choses que je vivais ou que je pensais et donc ça me fait penser que il y a des comportements ou des systèmes qui sont ancrés dans ce milieu-là, mais qui sont en fait, il y a plein de personnes qui ne sont pas en accord avec ces façons de faire. Et, euh, et donc, c'était assez intéressant de se rendre compte que dans la globalité, les gens étaient plutôt positifs face au message que j'essayais de porter. Il y a eu des personnes qui n'ont pas compris ce que je voulais dire ou qui étaient en désaccord. Puis ça, c'est pas grave, hein, mais de manière générale, c'était plutôt des retours positifs. Et ça m'a étonné parce que c'était aussi une crainte que j'avais. Le livre, il n'est pas là pour dire le foot, c'est nul, mais il est là pour dire que le foot, c'est génial, mais il y a des choses nulles dedans. Et j'avais un peu peur que des personnes se sentent attaquées parce que quand c'est une passion ça peut être une passion ça peut représenter toute la vie d'un individu de jouer au foot. Donc de critiquer ça, je me demandais en fait comment les gens allaient réagir et finalement c'était positif. Ouais, finalement, tu avais l'impression aussi un peu de t'attaquer à un tabou. Bah oui, parce que c'était des thématiques moi dont j'ai jamais entendu parler dans un vestiaire et pourtant j'ai quand même fait du foot pendant presque 20 ans donc y- enfin ouais, je me demandais comment ça allait être reçu, est-ce que j'allais plus avoir le droit d'aller au terrain ou comme ça parce que j'étais un paria, non, je sais pas mais c'était des questions que je me posais et finalement, ça fait écho aussi à quelque chose d'autre, c'est que si on prend les individus qui font du foot individuellement et qu'on leur pose les questions, qu'on leur dit, mais est-ce que, est-ce que ça, tu trouves que c'est un propos raciste, homophobe, misogyne de manière globale, les gens, en fait, sont d'accord et puis ils disent, oui, il faut du respect, c'est inacceptable telle ou telle chose. Mais arrivé dans le vestiaire et dans le collectif, il y a quelque chose qui se passe. Je n'ai pas encore mis le doigt dessus, mais il y a quelque chose qui se passe où en fait tout passe. Plus rien n'est questionné et c'était pour ça que j'avais un peu peur
de venir et de questionner ça avec mon livre. Et le ou les entraîneurs que tu représentes, en fait, c'est un mix de plusieurs personnalités. Oui, parce qu'en fait, enfin, c'est plutôt... Ouais, c'est un mix de plusieurs personnes, de plusieurs personnalités, mais le but, c'était justement pas de stigmatiser une personne, c'était plutôt de rendre compte d'une réalité. C'est que finalement, il y a des coachs aussi qui pensent être le prochain coach top mondial, et puis du coup, ça crée un déséquilibre aussi avec ce qu'on vit quand on est plus jeune ou en tant qu'adulte quand on joue au foot. Mais donc ouais, c'était plutôt une synthèse et voilà. Enfin, ouais. Le but c'était pas de pointer du doigt une personne en particulier parce que ça a pas de. Justement, il peut y avoir des coachs ou des personnes qui travaillent dans le monde du foot qui ont peut-être une manière de faire qui est pas la bonne selon moi. Mais c'est pas pour autant qu'il faut invalider toute une institution, tout un club, toute une structure, parce que à contrario, il y a des personnes qui sont vraiment géniales. Et j'ai fait des rencontres aussi qui étaient exceptionnelles, qui étaient des gens vraiment sincères, qui aimaient beaucoup ça, qui avaient ce vrai amour du foot. Et du coup, il me semblait plus juste de ne pas forcément nommer les gens pour dire toi c'est bien, toi c'est pas bien. Et puis voilà. Et c'est vrai qu'il y a aussi finalement les supporters qui disent quand même aussi cette homophobie, ce langage guerrier. Tu as déjà eu des discussions avec des supporters parce que finalement on a l'impression quand même que les supporters sont aussi très problématiques, et en France largement, hein, il y a quand même beaucoup de problèmes chaque semaine. J'ai pas plus que ça eu l'occasion en fait de discuter de tout ça parce que c'est vrai que vu que sur ces dernières années je me suis quand même pas mal éloigné du monde du foot, j'ai pas eu une démarche aussi documentaire à aller à la rencontre des gens, mais euh, des souvenirs de ma pratique. En fait, finalement, quand on est sur un terrain de foot, ce qui se passe dans les tribunes, on y fait très peu attention. Donc moi, j'ai pas eu l'impression d'être plus que ça touché par ce qui se passait dans les tribunes. Aussi, peut-être parce que finalement, j'étais préservé de certaines attaques en étant jouant en Suisse, en étant suisse, en ayant la peau blanche. Je pense que ça me protégeait d'un certain nombre de choses. Après, c'est vrai que j'ai aussi été témoin de scènes où tout d'un coup, il y a des supporters qui sont complètement fous. Moi, j'ai des coéquipiers qui se sont fait casser des dents à la mi-temps d'un match. Et donc même dans un... Et puis ça, c'était quand je jouais dans des niveaux plus amateurs en Suisse, donc dans des campagnes, il y a des choses qui sont assez aberrantes. Donc en fait, j'en ai pas parlé plus que ça dans le bouquin, mais aussi parce que il fallait faire un tri à un moment donné. Et puis je pouvais pas parler de tout. Et ouais, c'était pas le but de faire un best-of des comportements à éviter dans le monde du foot. Donc, Le worst of. ouais, c'est ça. Non, mais du coup, la question des supporters ou bien aussi des parents peut-être, ça n'a pas vraiment été abordé dans le livre, mais je sais que c'est des thématiques qui sont importantes et qui sont vraiment qui mériteraient aussi d'être abordées. Tu as un postfacier, hein, si on peut dire ça, à Sheriff Guémour, qui est donc de SoFoot, enfin fondateur. C'est important pour toi aussi d'avoir le regard d'un journaliste qui parle aussi beaucoup de sociologie, en fait, du foot finalement. Ouais, alors c'est pas moi qui ai actionné le fait de chercher quelqu'un pour porter aussi le livre sur d'autres supports et puis de parler du livre. Par contre, quand la proposition elle a été faite, j'ai vraiment trouvé que ça faisait sens. Et c'était ça le point le plus important. Il fallait que ça fasse sens. Ça m'aurait pas trop plu que ce soit quelqu'un en vogue, qui soit juste là pour faire parler du bouquin, mais qu'en fait ça sonne un peu creux. Là, justement, Sheriff, c'était intéressant parce qu'avec son magazine SoFoot, il parle justement de thématiques qui sont finalement peu explorées dans le monde du football. Donc là, c'était vraiment à propos. Et puis, du coup, on a eu des échanges. Et puis, ça s'est fait assez naturellement aussi. Pour tout le livre, en fait, ça s'est fait assez naturellement. La rencontre avec l'éditeur, la rencontre avec Sheriff. Et je pense que c'est parce que toutes les personnes qui ont travaillé sur le livre, en fait, on avait une vision qui était assez commune, finalement, de parler de ces thématiques, les porter à travers l'objet BD, mais les porter le plus loin possible. Et donc, c'était très bien comme ça.
Alors, c'est qu'on n'en a pas parlé, mais donc tu te représentes, hein, forcément, c'est toi ton personnage, c'est aussi l'aspect fictionnel. Ça a été facile de trouver le graphisme que tu allais porter sur l'ensemble du livre et aussi te représenter. Euh, ouais, ça s'est fait assez naturellement aussi parce que donc moi je suis illustrateur à côté et j'essaie d'avoir une palette d'approches graphiques qui soit assez variée pour pouvoir en fait m'adapter à mes différents clients. Et là, l'idée c'était aussi d'avoir un style qui soit assez instantané, assez direct. Pas, je cherchais pas forcément la virtuosité du trait et, euh, et donc ça s'est fait assez simplement. C'était aussi pour contrebalancer la lourdeur en fait du sujet parce que les thématiques peuvent être un peu. Il y a des choses pas très joyeuses qui sont dites dans le livre. Évidemment, c'est pas que ça. Il y a aussi des choses joyeuses, mais disons que je voulais éviter d'être dans quelque chose de trop sombre, trop pesant, et du coup d'avoir un trait plus rond avec des dessins où finalement j'ai dessiné directement ben, au stylo sans crayonner. Donc ça permettait d'avoir tout d'un coup des dessins qui sont un peu chancelants, peut-être parfois un peu, un peu bancal, un dessin un peu bancal de temps en temps. Mais je trouvais que c'était chouette parce que ça amenait du mouvement. Justement, on parle de foot, donc c'est vivant. Et, euh, et oui, c'était facile de trouver ce style. Et puis après, pour me représenter plus spécifiquement, euh, il y a eu un peu des recherches, mais ça s'est aussi fait vite. Je suis pas sûr que ça me ressemble, mais c'était comme ça que je me visualisais dans ce bouquin. Alors, c'est vrai que pendant très longtemps, il n'y avait pas de foot dans la bande dessinée. Puis finalement, il y a une autrice comme Chloé Wary à représenter Ouais. son expérience de footballeuse. C'est quelque chose que tu as pu lire pendant la conception d'Arrêt de jeu. Ouais, alors tout à fait. Typiquement, le livre de Chloé Wary, c'est avec La saison des La roses. saison des roses. Ouais. C'est un livre qui m'est arrivé dans les mains et tout d'un coup, je me disais, ah ouais, mais c'est. Alors elle raconte quelque chose de tout à fait différent, hein. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment le foot vécu par des femmes dans un club de banlieue. Donc c'est aussi très loin de ma réalité et de ce que moi j'ai connu. Mais certaines thématiques étaient là aussi. Enfin, ça peut se répondre. Et, euh, et c'était cool de pouvoir lire cette BD qui parle de foot aussi différemment que juste, je sais pas, les foot maniaques ou des choses que j'ai pu lire aussi en étant plus jeune. Mais ouais, c'était bien. Et justement de voir que c'est un livre qui est assez thématique et qui est fait par une autrice. euh, Ça a été aussi un levier qui m'a fait me dire, mais ouais, je vais aller voir ce que les autrices font. Il y a sûrement plein de choses très intéressantes à glaner. Et on va dire de manière plus légère, représenter des scènes de foot, des actions de foot, c'était aussi important pour toi que ce soit réaliste, même si tu dis ton trait n'est pas forcément réaliste, hein, on va dire semi-réaliste Ouais. peut-être, mais finalement montrer comment ça se passe en bande dessinée, qu'il y ait du mouvement, ça c'était Ouais, c'était des quelque chose. pages que j'ai beaucoup apprécié faire parce que justement, c'était rendre compte tout d'un coup justement de toute cette gestuelle, de ce mouvement, de ce qui se passe sur un terrain qu'on voit peut-être pas toujours. Et puis, moi, c'était ça en fait, le foot, c'était euh, bouger avec un ballon et réussir à faire des gestes, à être fluide, à se déplacer. Enfin, pour moi, ça parle de ça, le foot. Donc, de pouvoir le représenter en dessin, c'était quelque chose qui était important pour moi et qui euh, faisait sens dans ce que je voulais transmettre, en fait. Vu que moi, mon amour du foot, c'était ça, et c'était important pour moi de le montrer, en fait. Est-ce que tu as pu avoir des réactions de footballeurs français professionnels que tu connaissais ou est-ce que pour l'instant c'est le... Non, pas vraiment, non, mais après, peut-être que le livre, en faisant son chemin, Bien il sûr, pourra être amené à tomber dans les mains de footballeurs ou de footballeuses professionnelles, je sais pas. bien sûr. Mais pour le moment, non. Après, le livre est sorti, ouais, ça fait déjà un petit moment, mais c'est assez récent encore. Donc, Et, ah, et la thématique, pardon, la thématique, en fait, malheureusement, je pense qu'elle sera encore d'actualité pendant plusieurs années. Donc, le livre fera probablement son bonhomme de chemin. c'est sûr, oui. Alors, c'est ton premier festival de bande Oui, dessinée. oui, Donc là, justement, tu as des rencontres avec le public. Le football aussi, c'est ce moyen d'échanger autour
voilà, d'avoir une conversation, un dialogue, je pense aussi. Oui, alors c'est intéressant parce que du coup, effectivement, c'est mon premier festival. Puis hier, découverte de ce monde-là. Et il y a eu un certain nombre de personnes qui se sont arrêtées, soit parce qu'il ou elle avait entendu parler du livre en amont, ou alors parce que ça les intriguait un tout petit peu. J'ai eu beaucoup de discussions très intéressantes. Et c'est chouette parce que, en fait, passer la première frontière de se dire ah, c'est un livre sur le foot, ben, les personnes en fait, qui passent outre ça, parce que finalement, c'est un livre qui prend comme contexte le foot, mais qui n'est pas forcément un livre sur le foot. C'était très riche, les discussions justement qu'il pouvait y avoir. Et c'était intéressant pour moi de voir la diversité des gens qui se sont arrêtés, ont discuté avec moi, ont été intéressés par le livre. Ça pouvait aller de parents qui se questionnent pour leur enfant, de jeunes qui ont fait du foot pendant des années et puis qui ressentent aussi un malaise, de personnes un peu plus âgées qui ont fait du foot dans leur jeunesse, et puis, ou de femmes qui vivent des choses similaires mais dans d'autres domaines. Et ouais, c'est chouette parce que finalement, je me rends compte que moi, je l'ai fait en ligne de mire. J'ai fait ce livre avec en ligne de mire les gens qui font peut-être du foot, les jeunes garçons qui font du foot, parce que c'était à eux que je voulais dire, il y a des choses à questionner. Mais finalement, le livre, il s'adresse vraiment à un peu tout le monde, parce qu'au-delà du foot, ça pose plutôt des questions de masculinité, et puis de savoir-être et de vivre ensemble. Et donc ça, c'est pour tout le monde, en fait. Tu dis, au-delà du foot, qui était un prétexte, finalement, c'est un reflet de la société. Et le foot est ton livre, quoi. Ouais, et puis le fait de donner le foot comme contexte, c'était aussi c'était une facilité parce que c'est ce que j'ai connu, mais ça m'arrangeait bien parce que finalement tout le monde voit ce que c'est le foot, tout le monde connaît quelqu'un qui aime plus ou moins le foot, et donc tout le monde a une porte d'entrée avec ce monde-là. Ça aurait peut-être été un livre un peu plus confidentiel si je l'avais fait sur un sport qui est moins populaire. Donc là, ça tombait bien. Est-ce que vous avez des questions pour Maxime? Oui, il y a un micro que Loïc va vous amener. J'avais une question. Je peux poser deux questions, deux mini-questions. Une question plus sur le plan technique. Le choix de la couleur. Qu'est-ce qui justifie? Alors le vert, évidemment, c'est penser un peu gazon, pelouse, mais est-ce qu'il y a autre chose derrière? Oui, alors quand j'avais monté mon dossier, intuitivement, j'avais choisi une couleur verte, mais qui était plus foncée. Mais c'était une intuition un peu, parce que ça me plaisait bien graphiquement, donc il y avait une intuition graphique. Et puis après, c'était une couleur qui... avec l'éditeur, on avait assez vite décidé que le livre serait une bichromie, et donc il fallait choisir une couleur pour accompagner le noir. Et le vert allait bien justement parce que ça faisait écho peut-être à la pelouse, tout simplement. C'était aussi dans le livre, il y a le motif de la forêt qu'il faut traverser pour aller au terrain de foot. Et puis du coup, la nature, il y a des arbres, des choses comme ça. Et donc le vert de ces éléments-là, ça me plaisait bien. Et après, aussi le club où moi j'ai joué le plus de temps dans ma vie, à Hiver dans Sport, en fait, les maillots étaient verts, tout bêtement. Et donc, en fait, il y avait plein de petites raisons qui pouvaient faire que le vert plutôt qu'une autre couleur. Et après, c'était aussi parce que finalement, une bande dessinée bichromie verte, c'est pas forcément la couleur la plus répandue, donc ça permettait aussi de se distinguer un petit peu. Mais donc, plein de petites raisons qui ont fait que... Et la deuxième, là, c'est plus question thématique. Il me semble, parce que pour l'avoir lu, je me souviens pas que vous évoquiez l'après, ce qu'on appelle la troisième mi-temps, qui existe peut-être plus dans le rugby que dans le foot. Mais pour avoir aussi joué au foot pendant longtemps et avoir vu ces comportements, la troisième mi-temps, j'aimais pas non plus parce que c'était souvent le moment de tous les excès. Alors, est-ce que vous l'avez laissé de côté ou alors vous avez vécu des moments où c'était peut-être les débordements au niveau consommation d'alcool, par exemple, ou dans les propos? Est-ce que vous avez vécu ça aussi? Oui, alors c'est évoqué assez rapidement dans le livre, mais oui, ça fait partie de l'expérience foot en club si on
on joue, après, il y a l'après-match où il faut rester, où justement, il y a la consommation d'alcool, il y a des langues qui se délient un peu, puis c'est là où il peut y avoir des dérapages. Et puis ça, c'est quelque chose qui, moi, me déplaisait. Je trouvais que ça n'avait rien à voir avec le sport, le jeu. Donc finalement, après l'avoir vécu quand même plusieurs fois, moi, j'avais plutôt tendance, après le match, à me préparer puis à rentrer, quoi. Mais c'est vrai que c'est dommage parce que ça peut aussi être un lieu propice à des jolis moments. Et finalement, avec l'alcool ou d'autres choses, ça dérape pas dans la bonne direction. Une autre question ? Bonjour. Bonjour. Donc moi aussi, je suis dans le football. Voilà. J'ai été entraîneur, enfin je suis toujours entraîneur avec des enfants de 10-11 ans, mais dans le milieu amateur. Donc je me suis occupé d'adultes, de féminines, des adolescentes ou des adultes, des petits, voilà. Et donc dans le milieu amateur aussi, il y a ce genre de comportement et de difficultés. Est-ce que vous avez été dans le monde amateur? Est-ce qu'on vous a parlé des problèmes qui peuvent rejoindre les vôtres? Dans le sens s'il y avait de la prévention qui était faite ou... Non. Je vois par exemple, là, justement sur l'image que vous avez, des joueurs apparemment qui s'en prennent à un seul joueur. Est-ce qu'il a été mauvais pendant le match? Est-ce qu'il est mis de côté pour X raisons? Ça existe dans le milieu aussi amateur, parce qu'il y a des gens qui se connaissent, qui sont copains et qui n'apprécient pas quelqu'un. Ça peut être aussi l'entraîneur d'ailleurs, hein, qui est remis en cause. Donc est-ce qu'on vous en a parlé? Est-ce que vous en traitez un petit peu? Oui, en fait, le livre parle de ces choses. Après, c'est pas spécifiquement... ça va pas être dans le milieu amateur il y a ci, il y a ça ou ça, mais c'est traité parce que évidemment là dans le livre ça parle d'une carrière entre guillemets, donc de plusieurs années de foot et les événements sont mentionnés à différents moments, mais finalement tout ce qui est mentionné peut intervenir à n'importe quelle période de la carrière d'un jeune ou d'une jeune. Enfin, moi, dès que j'ai commencé le foot, il y avait certaines de ces articulations qui se sont mises en place parce que forcément, il y a ceux qui sont un peu plus forts, qui sont mis sur un piédestal et puis les gens sont gentils avec. Et puis dans un vestiaire, c'est soit on est très fort, donc on est accepté, soit on a la tchatche, on parle bien, on est rigolo, puis on se fait accepter. Et puis si on est un peu plus discret, puis que sur le terrain, on n'est pas forcément le meilleur, c'est beaucoup plus difficile de se faire une place. Donc oui, ça parle aussi de ça. Et moi, j'en ai été témoin dans ma vie à différents degrés, à différentes intensités, mais c'est toujours un peu présent en fait. C'est une question de se faire une place dans un collectif. Et juste une chose, quand vous parlez de la violence un petit peu des joueurs dans le match pour gagner leur place, en fait, moi, j'essaye de faire la différence entre la bonne violence, pas une violence, c'est la combativité plutôt, et la différence qui devient négative, c'est l'agressivité plutôt. Voilà. Et celui qui doit s'imposer pour gagner sa place, mais qui est correct, il doit être combatif. C'est ce que vous avez fait. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que je condamne pas forcément le fait qu'il y ait des contacts qui peuvent être violents de temps à autre, et puis qu'il y ait il y a des chocs, c'est un sport de contact, donc où on est en contact les uns avec les autres. Mais effectivement, c'est une question de démarche en fait. Si je le fais pour faire mal à l'autre et pour me dire je vais lui casser la jambe, comme ça c'est moi qui suis sur le terrain ce week-end plutôt que lui, à mon avis ça n'a pas sa place. Par contre, si dans un fait de jeu, on regarde les deux le ballon, puis on se télescope, et puis, ou alors pour protéger mon ballon, je mets mon corps, et puis j'ai de la chance, je suis un peu plus costaud physiquement, ça fait partie du jeu, c'est comme ça. Mais c'est une question de respect, et puis on peut être combatif et bien présent dans le match, tout en étant respectueux et gentil en fait. Mais donc oui, moi je fais cette distinction aussi.
Et je pense que c'est important qu'elle soit faite, cette distinction. Il y a quelqu'un qui, hier, me parlait de, justement, qui était entraîneur aussi, et qui, vraiment, peu importe le joueur ou la joueuse, même si c'est le meilleur de l'équipe, si l'attitude ne suivait pas, lui, il ne le faisait pas jouer, en fait. Et puis, c'est rude, mais ça permet aussi de faire prendre conscience de certaines choses. Donc, ça peut être une voie à suivre pour lutter contre ces choses. Une toute dernière question, peut-être? Oui, non? Alors, une toute petite dernière, alors? Et tout ça, est-ce que ça ne vous a pas poussé, enfin, la pratique du sport collectif, c'est un petit peu un petit peu pas le dégoût, mais un petit peu ces réticences, est-ce que ça vous a pas poussé à pratiquer un sport individuel, vous tournez vers, par exemple, je sais pas, je prends la course à pied, le cyclisme, parce que, enfin, j'ai envie de parler, on a toujours envie de ramener à soi. Moi, après le foot, il n'y avait plus qu'une envie, c'est de faire un sport individuel, parce qu'au moins, j'étais sûr de ne pas être ennuyé par tous ces comportements. Alors, je ne sais pas si, dans votre cas, vous avez eu cette aspiration. Ouais, un peu. Il y a cette envie après de faire aussi les choses pour soi. Donc de se dire, voilà, je fais une activité sportive, mais finalement, pourquoi je la fais? Est-ce qu'elle m'apporte quelque chose de positif? Et c'était un petit peu cette réflexion aussi où pendant un temps, j'ai pas fait de sport, puis après, je me suis remis un peu à faire une activité sportive, mais c'était effectivement quelque chose de plus individuel parce que du coup, je savais ce que je venais y chercher, et puis j'avais pas le risque en fait que le comportement de l'autre vienne perturber en fait ce que moi je voulais y chercher. Mais après, ça m'arrive de vouloir faire du foot quand même parce que j'aime quand même ça. Et ça, tout seul, c'est un peu moins intéressant. Et Maxime, est-ce que je sais pas si c'est trop tôt pour en parler, mais tu as déjà en tête un projet d'une autre bande dessinée? Tu as déjà une envie de t'exprimer sur un autre sujet ou une autre histoire? Alors, j'ai d'autres idées de bande dessinée, mais qui sont pour le moment un peu dans des cartons, qui je pense ne sont pas assez mûrs. Et puis comme je le disais avant, j'ai envie de me laisser le temps en fait, de pouvoir mûrir des projets. Après, je n'ai pas forcément envie non plus de m'ancrer dans une pratique de la bande dessinée politique ou engagée. Donc je me laisse aussi le loisir de peut-être aller dans quelque chose de tout à fait différent. Et autant là, cette bande dessinée, elle est venue à un moment donné où vraiment je sentais que c'était le moment pour la faire. Autant, peut-être, je sais pas, peut-être ça prendra quelques années avant qu'il y en ait une autre qui émerge, ou peut-être pas. Mais pour le moment, rien de trop précis. On te retrouve cet après-midi sur le stand de la boîte à bulles, j'imagine, en dédicace. Tu peux nous dire si... Ouais, alors je serai tout l'après-midi de 14h30 à 18h30 sur le stand. Donc c'est en B20, je crois, dans ces alentours, sur le stand de la boîte à bulles. Et puis je serai encore là aussi demain. Donc si vous avez envie d'échanger un petit peu, je serai aussi là. Et puis sinon, pas de problème. Merci beaucoup Maxime. Merci à vous. Bonne journée. Merci. Merci beaucoup.